Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous avons constaté, scientifiquement parlant, que dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, tout est cycle, tout est rythme, tout est vibration. L'univers respire et dans l'infiniment petit, même nos cellules vont se régénérer de manière cyclique. Elles vont naître et elles vont mourir. Et dans des cycles différents à l'intérieur de nos organes. La nature suit un cycle. Printemps, été, automne, hiver. Nous vivons des cycles hormonaux. Nous vivons des cycles en termes de vieillissement. La nature féminine connaît ces cycles lunaires avec régularité. L'homme a cherché à agir sur ces cycles, à ses avantages. On a cherché à modifier les cycles lunaires. On a cherché à agir sur la date précise au moment où une femme va mettre au monde. On a même cherché à agir sur les cycles de la nature. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plus spécifiquement les cycles à caractère émotionnel, psychologique, psychogénéalogique. On a pu constater que quelquefois, nous sommes amenés à répéter les comportements, les situations vécues par, on va dire plus simplement, par nos ancêtres. Et la question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut agir sur ces cycles? Est-ce qu'on peut modifier ces répétitions? Quels sont les sens de ces cycles? À quoi ça sert de vivre ces cycles? Est-ce qu'ils ont une fonction pédagogique? Est-ce qu'ils sont là pour nous permettre de nous réparer? Voilà les questions qu'on va se poser aujourd'hui et on va tenter humblement de répondre à ces questions. Pour répondre à ces questions, je serai accompagné aujourd'hui par Léa, psychologue clinicienne, que vous connaissez, et je serai accompagné également par Noémie. Noémie est une amie qui participe à cette aventure des vidéos depuis le début. Et puis, indépendamment de son métier d'ingénieur, Noémie est férue d'astrologie occidentale et d'astrologie chinoise. Elle va nous en parler. Et parler des cycles, bien sûr, à l'intérieur de la perception qu'elle a de l'astrologie. Mais avant de démarrer tout ça, je voudrais me présenter. Je suis donc Philippe Nakache, coach, thérapeute. Je fais également des formations et des animations en intelligence spirituelle appliquée, d'où l'intérêt d'aborder ces cycles, d'aborder cette thématique, parce qu'elle fait partie intimement de la conception de l'intelligence spirituelle appliquée. Je me tourne donc vers toi, Noémie, et comment tu pourrais nous présenter l'astrologie? Quel intérêt tu portes à l'astrologie? Et comment tu perçois la notion de cycle à l'intérieur de l'astrologie? Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci Philippe et Léa. À mon sens, l'astrologie permet de décoder ce qui peut se passer à l'échelle individuelle comme à l'échelle de l'humanité d'une façon poétique et beaucoup plus imagée. C'est vrai que moi, ça me permet de ramener du concret dans une part de spiritualité qui peut paraître abstraite au quotidien. C'est pourquoi j'aime aussi à penser que l'astrologie, le thème natal de naissance d'une personne, c'est-à-dire la position des planètes quand on est, peut être à l'image d'un jardin. Voilà, on arrive avec un jardin. Et ce jardin est constitué d'arbres, de plantes, à l'image des planètes qui peuvent se situer dans les signes le jour de notre naissance. Par exemple, je vais avoir un rosier florissant, épanouissant, rouge vif, qui pourrait symboliser une Vénus en Lion. Je peux avoir aussi du lierre qui tâle un peu partout, imprévisible, qui pourrait symboliser un Uranus en Gémeaux, par exemple. Cette cartographie permet déjà de voir ce qui va se passer au niveau individuel. Comment j'arrive et dans quelle conception du monde et quelle réalité je vais m'insérer dans l'univers. Par rapport à la notion de cycle, tu l'évoquais tout à l'heure, effectivement, il y a la saisonnalité. Je rajouterais qu'il y a aussi les phénomènes de météo.
Et du coup, le cycle pour moi, donc tout thème natal, hein, ça fait déjà un cercle, un effet de mouvement, de je reviens dessus. Et les planètes continuent à bouger après notre naissance, bien évidemment. Et bien, c'est comme ces saisons qui reviennent inlassablement. On passe de l'été florissant à l'automne qui laisse tomber les feuilles tel un Pluton, et puis l'hiver qui vient demander du repos, de l'introspection avant un nouveau printemps où je vais avoir un Jupiter qui va venir apporter un effet de floraison et de dynamisme. Voilà. Et effectivement, ces transits, ils sont inéluctables. Dans la vie au quotidien, on a notre caisse à outils et on est soumis à cette météo, à cette saisonnalité. Et pour moi, l'astrologie, c'est avoir cette conscience-là, déjà. C'est une part, ça fait 80% déjà du job. Ensuite, qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je peux maîtriser réellement quelque chose? Ma réponse serait plutôt, je suis le jardinier dans ce jardin. Mon libre arbitre, c'est ce jardinier qui va observer, qui va essayer de comprendre où chaque plante est, les effets de parasitage, les effets où la terre est beaucoup plus nourrissante que d'un autre côté, sous ce chêne de Saturne par exemple. Et de se dire, après une phase d'observation, qu'est-ce que je peux faire et à quel moment ce sera plus opportun de planter des tomates, à quel moment je vais pouvoir récolter des fruits et à quel moment je vais aussi laisser en friche certaines parties. Finalement, dans cette notion de cycle, je ne peux pas changer le cours des choses, mais je peux l'observer pour mieux intervenir dessus à ma manière et dans ce qui m'est offert en fait. Voilà. En début de septembre, je vais ramasser mes pommes. Voilà. Et je serai là prêt à accueillir les fruits. Mais je ne vais pas attendre ça en plein mois de janvier. Voilà. Pour moi, la notion de cycle est inéluctable. Mais en ayant une meilleure conscience et une observation plus fine de ce qui se joue, eh bien, je suis plus prêt à recevoir et accepter les changements et les mouvements de la vie. Voilà. En tout cas, tu as une présentation très poétique de la chose et qui me parle bien, nous parle bien sans doute, et parle bien à ceux qui nous voient et nous écoutent. C'est une présentation vraiment très agréable, très douce, qui ne m'étonne pas de toi. Merci. Et donc, si j'ai bien compris, que je reformule à ma manière, il y a des transits, des mouvements planétaires à l'échelon individuel, à l'échelon collectif, j'imagine aussi. Tout à fait. Et nous pouvons subir ces mouvements ou nous pouvons les muter pour, et là on est un peu dans une manœuvre que j'apprécie bien, qui est un peu alchimique, comment on peut transformer le plomb en or ou faire en sorte que la lumière qui est soit encore plus lumineuse, et que cette aptitude à transformer le plomb en or ou de révéler encore plus la lumière dépend de la conscience que l'on va poser sur la connaissance de ces mouvements. Tout à fait. D'accord. Et c'est par cette connaissance, par cette conscience, que je vais pouvoir peut-être agir non pas sur la modification du cycle ou la modification du mouvement, mais comment je peux en retirer quelque chose de constructif pour mon cheminement de vie. Exactement. C'est ça? Oui, exactement. D'accord. Et qu'en pense la psychologue clinicienne des cycles et des mouvements et des choses qui se répètent peut-être? Alors moi déjà j'aime beaucoup cette image du jardin, je trouve qu'elle est très explicite. En psychologie on va effectivement plus parler de répétition et en fait ça va peut-être plus s'intéresser au niveau individuel finalement. Comment est-ce que l'individu va répondre à ces cycles qui existent. C'est-à-dire qu'on va par exemple voir dans la vie de quelqu'un des choses qui vont se répéter, un sentiment justement, il se passe toujours la même chose pour moi, il m'arrive que des choses difficiles, ou alors je tombe toujours sur les mêmes types de personnes, etc. Et en fait là il va plutôt s'agir effectivement de répétition sur ma réponse à ce qui se passe. C'est-à-dire que on va avoir ce qu'on appelle un modèle du monde, qui est personnel, qui est individuel. C'est la façon qu'a chaque individu de concevoir le monde. Ça va être effectivement porté par ses expériences, par son vécu, par ses apprentissages, etc. Et ça va modeler sa façon de voir les choses et de voir le monde. Va en être issu ce qu'on appelle aussi un petit peu les blessures, et qui vont effectivement conditionner la façon que j'ai de vivre les choses.
Et cette façon que j'ai de vivre les choses va faire que je vais avoir souvent la même façon de réagir aux événements, et ce qui va souvent me porter les mêmes résultats. Parce qu'effectivement, quand je fais la même chose, il y a de fortes chances que le résultat soit identique. Et donc, pour reprendre un peu ton exemple, ce serait un petit peu, bon ben voilà, je suis dans mon jardin, et à chaque fois qu'il pleut, et ben ça me frustre, je me prostre, je me dis que c'est dramatique, qu'il n'y a plus rien qui va pousser, etc. Et je m'enferme dans quelque chose de l'ordre de la déprime pour les 3 mois à venir. Ça va être conditionné justement par exemple par mes blessures. Et donc je vais avoir ce comportement-là, à chaque fois qu'il va pleuvoir, je vais avoir la même façon de réagir. Et il va s'en suivre du coup le même résultat, la déprime, etc. Et là où je verrai justement du libre arbitre, il s'agirait en fait, justement comme tu parlais de conscience, d'amener de la conscience sur ce mode de fonctionnement. Je ne peux pas changer le fait qu'il pleuve ou non. Par contre, je peux changer la façon que j'ai de réagir à cette pluie. Ok, effectivement, c'était pas ce que j'avais prévu, je voulais pas qu'il pleuve parce qu'il y a certaines de mes récoltes qui sont noyées. Par contre, je peux peut-être profiter du fait que le sol soit imbibé d'eau pour pouvoir planter autre chose. Peut-être les planter ailleurs, je voulais les planter absolument là, mais peut-être que là c'est mieux. Et en fait, c'est justement grâce à ça que je vais pouvoir réagir à ces cycles-là et changer en fait ce qui est de la répétition subie en quelque chose effectivement de créateur. C'est bien clair. C'est bien clair. Ce que je trouve comme similitude entre les deux approches, c'est que finalement, on ne peut pas modifier le transit, on ne peut pas modifier peut-être l'expression de la blessure, mais je vais gérer le transit différemment et je vais gérer la blessure différemment. Dans un cas, en mettant de la conscience, dans l'autre cas aussi en mettant de la conscience. Donc, comme si peut-être ces cycles, et si on leur accorde un aspect pédagogique, nécessaire à notre croissance, je dirais, la croissance de cette conscience, c'est de nous permettre d'avoir la possibilité d'agir différemment sur la situation, sur le transit ou l'événement qui génère la blessure. Et du coup, ça suscite une question. Et là, je me tourne peut-être plus vers toi dans un premier temps. Comment on peut modifier cet état de conscience? Comment je peux passer d'une situation où je me dis, bon, voilà, j'ai réagi comme ça, on parle de jardin et de fruits, ça n'a pas porté ses fruits, et comment je pourrais agir différemment pour que ça puisse porter ses fruits et que je n'entre pas dans une dépression lourde ou dans une colère que je ne maîtrise plus, par exemple, et qui est destructrice. Comment je peux agir dessus? Est-ce que c'est la fonction thérapeutique? Est-ce que tu penses qu'un accompagnant, c'est celui qui va permettre une gestion différente de ces cycles? Alors je pense qu'il y a plusieurs façons de faire, qu'il n'y a pas une bonne réponse. En tout cas, effectivement, dans l'accompagnement, c'est aussi ce qu'on va permettre, c'est la prise de conscience, c'est mettre de la conscience sur ce qui se passe. Ok, en fait, c'est quoi ma façon de réagir? Ok, qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça? Est-ce que je peux comprendre certaines choses de mon vécu peut-être, de mon passé, ou des fois simplement du présent? En fait, je réagis à ça parce que ceci, cela. Et est-ce que ça me va? Est-ce que ça me va pas? Si ça me va pas, ok, qu'est-ce que j'ai envie de changer? Vers quoi j'ai envie d'aller? Et comment je peux le changer? Et c'est là non plus, il n'y a pas une réponse qui est toute faite et qui est valable pour tout et en tout temps, mais c'est justement des questions des réponses qu'on va construire dans un accompagnement notamment, pour justement se dire ok, bon ça me va pas, ça me va pas d'être 3 mois à pleurer à chaque fois qu'il pleut, j'aspire à autre chose, j'aspire à être dans la joie, et c'est là où effectivement on va construire petit à petit une réponse qui va être effectivement qu'est-ce que je peux changer? Est-ce que je peux changer mon rapport à ce qui se passe? Est-ce que je peux changer mes actes concrets? Je change le lieu de plantation, je change le moment de plantation, voilà, qu'est-ce que je peux changer concrètement? Et qu'est-ce que je peux changer aussi dans ma façon d'aborder les choses? Comment est-ce que je peux changer mon regard par rapport aux choses? Et peut-être revenir justement dans quelque chose de... je peux agir, je ne suis pas juste à subir et à être la victime de ce qui est en train de se passer, la victime de ces cycles. Et je deviens justement acteur de ces cycles. Et c'est là où justement je vais pouvoir avancer. Intéressant. Je me tourne vers toi, Noémie. Est-ce que toi, à titre personnel, par rapport à l'intérêt que tu as apporté à l'astrologie, tu as peut-être une situation concrète à nous évoquer, où tu pourrais nous dire, voilà, moi, grâce à l'astrologie, j'avais tendance à agir ou à réagir de telle ou telle manière sur telle ou telle situation, et finalement, avec plus de maturité, plus de recul,
plus d'études des planètes, j'en suis arrivé aujourd'hui à agir ou à réagir plutôt comme ceci sur tel événement, enfin, avoir constaté ce changement d'attitude devant l'événement. Oui, tout à fait. Par exemple, dans mes transits planétaires de thème de naissance, j'ai un carré, c'est-à-dire une tension entre le soleil, c'est-à-dire mon moi profond, qui peut incarner aussi une forme d'état égotique, avec la lune et mes émotions. Donc, ce qui peut aussi être le pendant, l'analogie aux blessures. Et effectivement, dès qu'il y a quelque chose qui venait réactiver cette blessure, eh bien, voilà, je me sentais pas aimée, je me sentais mise de côté, et tout de suite ça allait animer de la colère, des émotions vives. D'en prendre conscience, de le voir, on a une écoute de soi qui est différente. On s'observe, on devient l'observateur du jardin. Le jardinier a ce temps d'écoute et de recul, finalement, où derrière, après, il choisit de prendre la bêche ou alors il choisit de aussi temporiser et peut-être mettre de l'eau pour aller changer la plante de place plutôt que de l'arracher, quoi. Voilà. Et vraiment, tu parlais tout à l'heure de création, c'est devenir un peu ce créateur au-delà de juste la victime de cette tension et j'en ai rien fait, j'ai juste subi. Donc effectivement, moi, ça m'a permis cette conscience de temporiser, de vraiment être dans quelque chose de plus apaisant et voilà, sorti de ces tensions. Et toi, tu pourrais nous évoquer une situation peut-être de ton histoire où tu as... C'était Bettelheim qui disait on ne peut pas changer un événement, mais on peut changer son regard sur l'événement. As-tu changé un regard sur un événement qui a mené une modification dans ta manière de vivre? Oui, je pense que je dois être assez frustrée quand j'ai envie de faire quelque chose et que ça ne se passe pas exactement comme je veux. Et donc je peux avoir tendance dans ces moments-là à être butée et à râler parce que les choses ne se passent pas comme je veux, parce que les planètes ne sont pas alignées et justement être dans cette espèce de frustration qui fait que je vais passer une mauvaise journée alors que concrètement il n'y a rien de très grave qui s'est passé. Et des fois en fait c'est simplement de me dire ok ça s'est absolument pas passé comme t'avais prévu, mais finalement qu'est-ce que t'en as fait? Ah bah ouais, mais en fait, je voulais aller au sport et ma voiture est tombée en panne. Du coup, j'ai pas pu aller au sport et ça m'a frustrée. Ok. Mais en même temps, bah, ça t'a donné l'occasion, en fait, de savoir comment est-ce que ça fonctionne la batterie de ta voiture. Effectivement, d'aller la changer, de ceci, de cela. C'est une expérience que j'aurais pas choisi de faire à ce moment-là. Par contre, effectivement, je peux me dire, ok, bah ça, j'en ai tiré quelque chose de positif. Et en fait, ça va être justement ça, un peu les choses sont comme ça de toute façon. Et comment est-ce que tu te positionnes pour en tirer quelque chose de positif, pour être créateur plutôt que de subir et puis effectivement de rester dans la frustration et le fait de râler et ce genre de choses. Intéressant. À titre personnel, j'ai longtemps, je ne sais pas si c'est trop longtemps, en tout cas j'ai longtemps fonctionné dans un statut de sauveur. C'est-à-dire que pour moi la vie n'avait de sens que si j'aidais. Et si j'aidais pas, la vie n'avait pas de sens. Jusqu'au moment où dans mon cheminement, dans une sorte de prise de conscience plus d'ordre spirituel que psychologique, je me suis dit, je vais d'abord chercher à être et à exprimer mon être et à me faire naître pour exprimer mon être et ne plus être dans un statut, dans un positionnement nécessairement bien vu, puisque le sauveur en général est toujours bien vu, on ne peut pas mal voir un sauveur. Mais sortir un peu de ce statut bienveillant, toujours aidant, et être celui que je suis. Et si, dans la logique de l'approche, il y a une relation d'aide qui est beaucoup plus bâtie sur l'intuition que sur le devoir, eh bien à ce moment-là, je vais cheminer différemment. Je vais écouter mon intuition plutôt que mon sens du devoir. Et si je parle d'intuition, c'est parce que je me dis que l'intuition, c'est l'outil de l'âme. Parce que moi, ce qui m'intéresse un peu dans vos cheminements respectifs, et à travers mon regard, c'est que pour moi, nous nous incarnons, notre âme s'incarne dans ce corps, dans ce corps, dans ce corps. Et cette âme est venue vivre des expériences. Et elle est venue vivre ces expériences à travers ces fameux cycles, qu'ils soient astrologiques, peut-être karmiques, qu'ils soient psychologiques, psychogénéalogiques. Elle est venue vivre ces expériences-là.
Et elle est venue vivre ces expériences-là pour s'enrichir, mais s'enrichir sur un plan spirituel, c'est-à-dire pour découvrir qu'est-ce que la notion de l'abandon, parce que c'est en s'abandonnant qu'on se trouve, et si je veux me trouver, il faut que je me débarrasse de cette peur. Donc il y a tout un cheminement expérimental pour poser nos peurs et laisser la place à ce qu'on pourrait appeler peut-être l'amour. Parce que l'âme est venue expérimenter à travers ces situations, elle est venue expérimenter une chose, selon moi, elle est venue apprendre à aimer. Qu'est-ce que c'est aimer dans un monde de dualité? Nous sommes dans un monde de dualité, du matin au soir, peu importe l'endroit où on va vivre, peu importe l'âge, peu importe les circonstances, nous sommes dans un monde de dualité. Et comment peut-on apprendre à aimer dans un monde de dualité? Et pour moi, ces cycles se répètent parce qu'ils nous permettent de dire « Ah, peut-être que aimer, c'est ça. M'aimer, c'est peut-être ça. Aimer l'autre, c'est peut-être ça. » Parce que souvent, il y a de la souffrance, pour appeler du mal. Mais pour moi, là où il y a de la souffrance, là où il y a du mal, c'est parce qu'on n'y a pas encore installé de l'amour. Dès qu'on va installer de l'amour à un endroit où il y a une souffrance, dès qu'on va installer de l'amour à un endroit où il y a du mal, eh bien ça va muter, ça va se transformer. Et on va dire, je vais récolter mes fruits au bon moment, je vais apprendre à changer une batterie. Parce qu'on met de l'amour à ce moment-là, simplement dans ce geste, et c'est un amour de la vie. Et plutôt que de se positionner en victime, on se dit, tiens, finalement, la vie me fait ce cadeau d'apprendre à changer une batterie. Bon, on peut avoir de meilleurs cadeaux, mais ça peut être pas mal. Donc, apprendre à changer une batterie. Donc, je me dis que c'est véritablement ça. Et l'image que j'ai, j'imagine un cercle zodiacal qui serait posé au sol, qui serait le rez-de-chaussée, je dirais, le niveau de conscience de départ. Et puis, il y a un axe central, et puis, il y a un escalier en colimaçon qui monte comme ça, et qui détermine plusieurs étages. Et le plus important là-dedans, c'est l'escalier. Je rappelle qu'étymologiquement, le mot escalier, ça vient de escola en latin, school en anglais, école. Donc c'est comme si l'escalier avait une fonction pédagogique, une fonction scolaire d'élévation. Et en fait, on va passer sur certains événements propres au niveau de conscience que l'on va pouvoir lire dans un thème astrologique. C'est-à-dire que, je suppose, et tu le confirmeras peut-être, mais ce que ne sait pas un astrologue au préalable, c'est à quel niveau de conscience doit-on lire le thème. À quel niveau de conscience? Est-ce que, quand on ne connaît pas, est-ce que le thème de Mère Teresa, à quel niveau de conscience on va le lire? Si on ne sait pas que c'est Mère Teresa. Le thème de Coluche, si on ne connaît pas Coluche, à quel niveau de conscience on va lire ce thème? Je dis ça parce que quand je me suis intéressé à l'astrologie, le premier thème que j'ai traité, c'était celui de Coluche. Et en astrologie, il y a des couleurs, voilà. Et il n'y avait que du rouge dans son thème. On se dit, bah, quelle catastrophe! Puis quand on m'a dit c'est Coluche, ben oui, Coluche a transformé ces catastrophes et ces tensions pour faire rire. Il a fait rire les gens. Et il les a aidés, enfin, les Restos du Cœur entre autres. Et il est mort comme dans le rouge, c'est-à-dire un accident de moto, dans une tension, comme il a vécu. Donc, il y a cette notion de à quel niveau de conscience va-t-on vivre les événements de notre vie. Et puis, je me dis que si les cycles se répètent, peut-être une première fois au rez-de-chaussée, une deuxième fois au rez-de-chaussée, c'est pour nous faire prendre conscience qu'il est peut-être grand temps pour moi de prendre cet escalier. Et ça, c'est mon libre arbitre. Ça, c'est ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est est-ce que je prends cet escalier ou je ne le prends pas? Est-ce que je décide de monter les marches ou que je décide de ne pas monter les marches? Jusqu'au cycle suivant où je vais repasser sur les mêmes événements. Et puis en repassant sur les mêmes événements, je vais peut-être les lire différemment, les comprendre différemment, parce que je vais mettre une conscience différente que celle que j'avais au rez-de-chaussée. Et puis il va y avoir encore un escalier qui va m'amener à un deuxième étage, un troisième étage, et ainsi de suite. Et en fait, ma responsabilité dans la vie, c'est est-ce que je prends l'escalier ou est-ce que je ne prends pas l'escalier? Est-ce que je monte les marches ou je ne monte pas les marches? Ça, c'est ma responsabilité. Ça, c'est la conscience. Et puis, toujours dans ce regard, on peut décortiquer les mécanismes. On peut réfléchir, on peut chercher à donner du sens. Ça, j'ai vécu ça parce que mon grand-père, parce que ma grand-mère, parce que quand j'étais petit, ceci, quand j'étais petit, cela, ma fratrie. Tout ça est intellectuellement intéressant, mentalement intéressant.
Émotionnellement, ça permet d'identifier le pourquoi de la douleur. Mais finalement, ma sensation intime aujourd'hui, c'est de me dire que le meilleur moyen de monter les marches, c'est de lâcher prise. D'arrêter de réfléchir, en fait. D'arrêter de mentaliser. Le meilleur moyen d'avancer, c'est d'accueillir, voire d'accepter. J'aimerais raconter une petite histoire rapidement, elle n'est pas très longue, mais j'aimerais raconter une petite histoire d'un sage qui disait, quoi qu'il lui arrive, il disait Gamzu le Tova en hébreu. Gam également, Zou cela, les pour Tova le bien. Quoi qu'il lui arrive, il disait toujours également cela pour le bien. La petite histoire commence ainsi, c'est-à-dire qu'il s'approche d'un village pour demander l'hospitalité à la tombée de la nuit. Il demande l'hospitalité et le chef de village lui dit non, je veux pas de toi. On va dire aujourd'hui, délit de sale gueule. Okay. Et là, il ne se dit pas Dieu m'a abandonné, ou peut-être que je dois réfléchir sur la figure d'autorité, puisque c'est le chef du village qui ne veut pas de moi, et peut-être que je devrais réfléchir sur la relation à mon père. Il ne dit pas tout ça, il dit comme Gamzu le Tova, également cela pour le bien. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il dit je vais maintenant faire mon petit campement auprès du village. Et bon, on pourrait s'attarder là-dessus, mais il a comme seul bien un âne, un coq, une lanterne et un livre de prière. Il dit bon, comme il est très pieux, il allume sa lanterne, il ouvre son livre et il commence à prier. Le vent se lève et casse la lanterne. Gamzu le Tova, également cela pour le bien. Et pas, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? C'est pas possible. Il ne vit pas sur la théorie difficile à gérer du mérite. Est-ce que je mérite ou est-ce que je ne mérite pas? Il ne s'interroge pas là-dessus. Il dit bon, ben je vais aller dormir. Alors il commence à dormir. Il y a le rugissement d'une bête féroce, l'âne se met à braire, la bête féroce tue l'âne, il avait un coq, la bête féroce tue le coq. Au beau milieu de la nuit, il n'a plus rien. Le peu qu'il avait, il a tout perdu. Et il dit toujours également cela pour le bien. Et j'ajoute dans la petite histoire, j'ai ajouté la version moderne, il dort sans Stilnox, sans Deroxate, sans Lexomil. Il dort. Voilà, j'espère que je ne fais pas de publicité pour des laboratoires pharmaceutiques. Et il dort. Et le lendemain matin, il est réveillé par des hurlements qui viennent du village. Il se précipite pour voir ce qui se passe. Et il se dit, il voit une horde de sauvages qui s'éloigne, il se dit, oh là, merci mon Dieu. Si on m'avait accordé l'hospitalité, si ma lumière était restée allumée, si mon âne et mon coq étaient restés vivants. En fait, cet homme ne s'est pas posé de questions sur le pourquoi. Dans un lâcher-prise total, dans un abandon total à la vie, il accueille, et il fait même plus qu'accueillir, il accepte les événements, partant du principe que même s'il ne le sait pas, c'est que c'est bon pour lui à un moment donné. C'est bon peut-être sur sa trajectoire, c'est bon peut-être sur la réparation de ses lignées, c'est bon peut-être par rapport à sa psychogénéalogie, c'est bon peut-être par rapport à son karma si on accorde du crédit. C'est-à-dire, c'est comme s'il savait à l'avance que de toute manière, ça sera bien parce que on va m'apprendre à réparer ma batterie. C'est comme s'il le savait. C'est comme si cette confiance totale dans la vie l'amenait à ne plus rien mentaliser. Et je pense que ça, on est bien d'accord, le danger de la mentalisation, c'est de garder un regard étroit sur la réalité. L'avantage du lâcher-prise, c'est que ça élargit notre champ de conscience, notre champ de perception des choses. Donc j'ai la sensation que réfléchir, décortiquer, c'est important parce que on a l'impression ainsi de garder une sorte de contrôle sur les choses. Et ça, c'est important. On peut avoir besoin de ce contrôle dans un premier temps. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas réfléchir, qu'il ne faut pas mentaliser, qu'il ne faut pas analyser. Parce qu'on a l'impression que ainsi, je peux contrôler les situations. Et puis on se rend compte un jour que finalement, j'ai réfléchi, j'ai décortiqué, j'ai analysé, j'ai mentalisé, j'ai dogmatisé, j'ai conceptualisé, mais ça ne m'a pas servi à grand-chose. Si ce n'est de mieux comprendre. Et c'est au moment où je lâche prise que j'arrive à vivre les choses avec du recul, voire même avec une relative sérénité. Vous en pensez quoi? Complètement d'accord. C'est comme ces événements météorologiques, c'est comme ça, c'est d'accueillir et de prendre parce que c'est pour le bien. Et je pense que c'est ce que permet l'astrologie ou la thérapie. C'est parce que c'est écrit dans les astres que je suis OK,
que ça se passe, parce que à ce moment-là, je vois quelque part, entre guillemets, que j'ai pas prise là-dessus, et que ça peut légitimer quelque part ce que je ressens. C'est ce qui va permettre de lâcher prise. En psychologie, quand on va aller réfléchir sur les choses, c'est ah oui, ok, en fait, là, je vis très mal le fait que le chef du village se soit opposé à moi, parce que effectivement, bah oui, en fait, ça me rappelle telle et telle et telle et telle douleur, ok. Mais en fait, de prendre conscience de ça, il y a quelque chose en moi qui lâche. Ok, en fait, j'ai donné du sens, j'ai compris pourquoi j'ai mal. Et parce que j'ai compris pourquoi j'ai mal, voilà, je peux lâcher, je peux dire ok. Ok, en fait, je suis pas obligée de souffrir de ça. Je suis pas obligée d'en vouloir à ce chef du village, en fait, parce que ça se passe en moi. Et c'est justement ça, où là, effectivement, il y a du je lâche, j'accepte, et je suis en mesure, effectivement, d'avoir les ressources pour laisser passer les événements. Merci. Merci Léa. Merci Noémie. Merci. J'espère que cette vidéo et cette thématique vous a intéressé, parce que franchement, c'est ce qu'on retrouve au quotidien dans notre vie. Il suffit d'observer notre temps de vie pour se rendre compte que finalement tout ça est rythmé par ces cycles et que peut-être la réflexion que nous venons de mener peut vous aider à mieux accueillir, mieux comprendre, mieux dépasser et lâcher prise. Je vous remercie et je vous dis à très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo.